Bonsoir. C'est un exercice pas du tout habituel que nous vous proposons ce soir dans le cadre de cette émission. Il est en effet souvent compliqué, mais en même temps passionnant, de recevoir une icône dans notre pays du métier que nous exerçons. Cet exercice est davantage complexe quand cette icône fait partie des aînés qui nous ont souvent fait confiance, sollicités dans le cadre de la réalisation de quelques activités de leur riche parcours professionnel. Bien évidemment, l'invité que nous recevons ce soir a roulé sa bosse dans des rédactions les plus réputées du continent africain. Directeur à peine 24 ans du célèbre magazine Jeune Afrique, il a construit une notoriété à coup de persévérance par sa plume. De Jeune Afrique à Africasie, il a roulé, on a envie de dire, sa plume et sa notoriété sur le continent africain. Notre invité ce soir fait partie des figures qui ont côtoyé l'histoire du continent africain et qui, davantage à travers leur activité, n'ont cessé de prôner la capacité des Africains à conter leur histoire eux-mêmes. Il est donc, à travers sa plume et à travers un certain nombre d'actions, une véritable bibliothèque de notre histoire. Il vous suffit de jeter un coup d'œil dans une des pièces de sa résidence de Douala, ici au Cameroun, pour vivre à travers les photos gracieusement exposées par son épouse, les faits d'armes de notre invité, son parcours hier et les personnalités qu'il a côtoyées conviennent avec nous de ce qu'il a été là à des moments très importants de l'histoire de certains pays africains et même au-delà, pour avoir aujourd'hui la légitimité d'en parler. De Nelson Mandela à Michael Jackson, en passant par Omar Bongo, Houphouët-Boigny, Germaine Aïdjo et bien d'autres, notre invité a côtoyé des personnalités et vécu des histoires, parfois dans le secret des histoires qui ne sont pas rendues publiques. Son visage, pour ses compatriotes, a davantage été mis en avant lorsqu'en 2004, il décide de mettre sa riche expérience, son vécu et cet assemblage de connaissances dans le cadre d'une émission, la très célèbre Tribune de l'Histoire, diffusée depuis lors sur Canal 2 International. Il a choisi à travers ce canal-là de léguer aux générations actuelles et futures sa part de vérité de notre histoire, ce qu'il a vécu avec les faits qu'il a vécu. Vous l'avez sans doute compris, madame, monsieur, nous recevons ce soir, dans le cadre de cette édition, Anani Rabi Bindi. Plus qu'un entretien que nous aurons avec lui, c'est surtout une causerie, mais alors une causerie en toute franchise que nous allons avoir avec notre invité ce soir. Anani Rabi Bindi, bonsoir. Bonsoir Christian. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette édition de notre magazine en toute franchise. C'est un plaisir pour moi et un honneur de m'inviter. Alors, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous souhaiteriez ne pas vous étendre parce que nous voulons le faire en toute franchise ce soir? Vous qui me connaissez, vous savez que je ne recule pas pour parler d'un sujet. Parce que quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et la chose dont je suis le plus sûr, c'est que je ne sais rien. Et c'est pour ça que je voudrais toujours apprendre. C'est-à-dire que même quand je ne connais pas un sujet, je préfère que vous en parliez pour que je profite. Alors, on ne vous a pas beaucoup vu ces temps-ci sur l'espace médiatique, vous qui êtes très en activité, et à un moment donné, on se demandait si l'aîné Anani Rabi Bindi a décidé de garder sa plume ou alors son verbe dans un couloir de retraité. Le métier que nous faisons, quand on veut le faire réellement et quand on est réellement journaliste, parce que être journaliste, j'ai travaillé avec un monsieur qui m'a fait tout, qui a fait de moi ce que je suis, monsieur Ben Ahmed Béchir. Il nous rappelait que être journaliste, c'est
matin, il faut avoir... ce n'est pas décider d'être journaliste. C'est une mentalité. Un état d'esprit, vous allez dire. Un état d'esprit, une mentalité. Et donc, on n'a pas de retrait dans le journalisme. Honnêtement. Et à vous dire ce qu'aujourd'hui, vous ne me voyez pas très souvent parce que je suis malade depuis 2 ans et quelques. Je traîne un cancer, 2 même, qui m'empêche de travailler normalement. Mais je suis toujours à la disposition de ceux qui veulent me recevoir. Sauf que je choisis des émissions parce que je dis en ce moment, ça va un peu partout. Et c'est ainsi que pendant que j'étais malade, j'étais en France, je vais en France tous les 2 mois. Et je fais pas 5 mois, je reviens. Et quand j'étais en France au mois de février, j'ai appris tout ce qui s'est passé ici, mais on me citait. Je n'étais pas là. On prenait vos programmes pour vous citer dans l'affaire et la question des héros nationaux. Absolument. Ou alors des connotations de banditisme. On reviendra peut-être pas là. Voilà, sur cette question-là. En tout cas, nous sommes heureux de vous savoir. Mais je suis toujours prêt. Voilà. Nous sommes heureux donc de vous savoir non seulement présent, mais aussi dans cette forme que nous vous souhaitons davantage à améliorer. Alors, merci. Anani Rabi Bindi, aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 6 avril 2025. Le 6 avril, ça vous rappelle quelque chose dans l'histoire du Cameroun? Une histoire, quelque chose de très douloureux. Très douloureux. Il vaut mieux ne pas s'en souvenir, mais il faut s'en souvenir pour dire, comme disait Mitterrand, plus jamais ça. Beaucoup de douleur, beaucoup de séquelles. Douleur. Vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun a pansé les plaies de ce 6 avril, notamment en 1984, à défaut de les avoir totalement effacées, au moins cicatrisées à une bonne dose? Elles n'ont pas été cicatrisées, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui voulaient remuer ça. J'ai vu dans une émission quelqu'un qui racontait des âneries en disant on a envoyé à la mort par centaines les originaires du Nord. Et j'ai été obligé de rétorquer, de contredire cette émission avec des preuves. Alors tant qu'il y aura des gens comme ça, on ne cicatrisera pas. Parce que quand on dit qu'il faut se réconcilier, il faut qu'on accepte d'abord qu'on a eu tort quelque part ou qu'on a eu raison. Mais on ne vient pas en réconciliation en disant acceptez que ce que j'ai fait était bon ou ce que j'ai dit était bon est bon. Non. Une réconciliation demande à mettre un peu d'eau dans son vin de chaque partie. Non seulement d'accepter que ce que vous avez fait n'est pas bon. Alors, Anani Rabi Bindi, une partie de l'histoire du Cameroun qui vous affectionne particulièrement, d'ailleurs, vous vous revendiquez attaché à l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, c'est celle de la lutte d'indépendance, la première dorsale de l'échange que nous allons avoir ce soir. Comment analysez-vous le rôle de l'Union des populations du Cameroun, justement, pendant cette période d'indépendance, la lutte, les guerres qui s'en sont suivies, et notamment l'étiquette qui était donnée à certains leaders de cette formation politique en cette époque? Il y a tout le monde. Des gens au Cameroun, on voit des gens qui disent nous on est des panafricanistes, alors qu'il n'est jamais sorti de chez lui à Nebel. Nous on est des nationalistes. Sur quelle base? Il faut dire, il faut le répéter, que tout Camerounais a été UPCiste. C'est le premier parti qui a existé. Il avait l'âme nationaliste? Tout Camerounais, quand on vous disait que vous allez prendre la place des Blancs, vous ne pouviez pas refuser. Tout Camerounais n'aspirait qu'à ça, c'est-à-dire prendre la place des Blancs. Donc tout Camerounais a été un peu UPCiste. Et je m'amuse souvent
quand on dit les écoles de Joula, les écoles de ceci, non. Et on accuse surtout nos aînés qui étaient à l'école après, on choisit tel était ceci, tel. J'ai dit, tous aspiraient, puisque eux, ils étaient déjà préformés. C'est-à-dire, même si l'indépendance arrivait à ce moment-là, c'est eux qui étaient là, qui prenaient la place. Donc, comment pouvaient-ils refuser de prendre quelque chose à laquelle ils étaient les mieux préparés? Il faut dire ça, Christian. On vous dit non, ceux-ci ne voulaient pas l'indépendance, qu'on fasse attention. On peut en parler pendant 2-3 heures. Alors, vous faites allusion là à ce discours ou à ces débats, oui, à ces débats qui tendent à croire, par exemple, que les combattants UPCistes revendiquaient une indépendance intégrale, alors que des figures politiques comme le défunt président Amadou Ahidjo et bien d'autres ne semblaient pas être dans cette optique. Très bien. Ceux qui revendiquaient l'indépendance intégrale, qu'est-ce qu'ils appellent intégrale? Moi, je ne connais pas un pays qui soit intégralement indépendant. Même les États-Unis d'Amérique. Il faut apprendre à ceux qui l'ignorent que si les pays arabes sortent tout leur argent qui se trouve dans les banques américaines, je parle sous le contrôle d'un de mes fils qui est manager, qui connaît l'économie, moi je ne suis pas économiste, que si les pays arabes réussissaient à retirer leur argent des banques américaines, l'Amérique aura des problèmes. Je continue à dire qu'en France, il y a ce qu'on appelle l'argent que la France a prêté à la Russie, que si la Russie réclamait ça, retire ses fonds réclamait ça, le système bancaire français, ça devrait être catastrophique. Alors, vous semblez nous dire que ce qui présente, je veux dire, le gouvernement camerounais, le premier président et toute son équipe gouvernementale comme étant à la solde du colon français face aux combattants UPCistes qui revendiquaient une indépendance entre guillemets intégrale, n'ont pas raison de le dire. J'ai ici une photo. Je ne sais pas si notre cadreur va... si le cadreur... Oui, il va prendre cette photo-là, oui. J'ai ici une photo. Vous avez Gaston Dona. Oui. Celui qu'on appelle le père de la politique au Cameroun. Et cette photo, c'est lui qui me l'a donné, une petite. Quand je suis allé faire une émission avec lui en 2006, à Gardanne, en France. Qu'est-ce qu'elle illustre, cette photo-là? Avec quelques élèves de l'école supérieure de Yaoundé en 1945. On y voit Amadou Ahidjo, le premier président. Oui. Amadou Ahidjo est ici. Oui. Il a dit Ananawana, c'est comme ça qu'il disait, est là. Et sa femme disait, oui, il y a l'autre là, qui était Bamoun. Alors, et il a dit ceci. Dans l'émission, quand on parlait, il dit, on formait ces gens-là. On leur donnait une culture parce que c'est eux qui devaient prendre la relève. Vous avez entendu, hein? Et il a dit ça devant témoin, devant le fils de Oumniobé, qui s'appelle Daniel, que j'ai demandé qu'il m'accompagne à Gardanne en France pour faire cette émission, devant Nicolas Abena, qui est à Yaoundé, un journaliste, et devant un monsieur qu'on appelle Jean-Paul Foudjou, qui en ce moment se trouve à Douala. Il a un magasin d'articles de sport à Camtel. Je peux vous donner son téléphone. Jean-Paul Foudjou, son père avait été décapité le 14 juillet 1958 et d'autres personnes parce que le premier ministre Ahidjo les avait décorés dans la journée. Ils habitaient à un endroit qu'on appelle Bafunda, sur la route de Mouda. Alors, vous semblez dire que Gaston Dona, oui, à travers cette photo, voudrait vous démontrer que le président Ahidjo et Il a dit des gens que nous avons formés. On les formait à l'école supérieure Yaoundé. Il y avait 3 écoles au Cameroun. Il y avait l'école supérieure Yaoundé.
qui était une école d'État, il y avait l'école normale des Fulanemesi, c'est pas Fulassi comme on dit, oui. et Fulanemesi. Pour les protestants, il y avait les grands séminaires. C'est là où on formait les gens. Tous sont passés par là. Ça veut dire qu'ils ont été formés. Ils ont été formés. Est-ce que cela ne peut pas davantage crédibiliser le discours de ceux qui pensent qu'ils étaient donc à la solde de la France? Pourquoi? Eux, ils étaient à quelle solde? Ils étaient eux à quelle école? Par exemple, Oumniobe et ses compères. Mais Oumniobe était à Fulanemesi, à l'école normale de Fulanemesi. Oumniobe y a été. Et donc, eux aussi, une autre fraction de la solde française, peut-être pour eux, on dise, ils ont été moulés d'abord à l'action syndicale, donc la revendication, mais ceux-ci étaient, avec une âme un peu plus... Mais qui a mené le syndicat? C'est Gaston Donat. Et ses élèves, ses étudiants, tu croyais qu'ils ne leur donnaient pas? Ses élèves directs, étudiants, ses étudiants, dont les Amadou Aïdjo, on peut en citer beaucoup, les Sopo Priso, tout ça. Alors, pour rester dans cette période des guerres d'indépendance, il y a quand même la controverse sur la répression qu'il y a eu autour dans la gestion de cette période, notamment après les années 70, après l'indépendance. Elle était quand même violente. Ce qu'on a appelé la guerre au Cameroun, en définitive, n'était pas une guerre au départ. Comment vous la qualifiez? C'était une mission de maintien de l'ordre. Qui a peut-être chaviré. La France a reçu de la Société des Nations, puis l'ONU, le Cameroun, qui était une ancienne colonie allemande. Quand l'Allemagne perd la guerre, le monde entier décide qu'elle perd aussi ses colonies. Et que c'est les Nations Unies qui vont gérer ces colonies. Mais comme les Nations Unies ne sont pas faits pour ça, ils n'ont pas les moyens, c'est comme ça qu'ils donnent ces pays-là à certaines nations de gérer. C'est trop long pour expliquer pourquoi on les a donnés. En tout cas, après le départ des Allemands, Français et Anglais ont pas Français et Anglais, ils n'ont pas. C'est la Société des Nations. C'est les nations entières décide donc de confier une partie du Cameroun à la France et une autre partie à l'Angleterre. Oui. Et le Burundi, le Rwanda au Congo belge. L'Union sud-africaine va bénéficier de ce qui va, le sud-ouest africain, qui va devenir la Namibie. Le Togo aux Français. Le Togo aux Français et aux Anglais. Parce qu'il y a une partie, le Togoland. Tout à fait. Qui fait d'ailleurs quelques disputes avec le Ghana de temps en temps. Non. Donc, la France n'est pas partie de l'Europe pour venir prendre le Cameroun en guerre par la force des armes. Non. Mais sauf qu'entre cette reprise et les années 70, les années post-indépendance, la France était déjà installée. Elle n'a peut-être pas eu le Cameroun comme colonie officiellement, non, mais la France a géré le Cameroun comme une colonie. Non, c'est ça, on peut reprocher quelques erreurs à la France. Mais la France avait toujours le mandat des Nations Unies. Il faut vous rappeler que les Camerounais sont tellement ignorants parfois en matière de recherche de la connaissance. Ils ne font pas des progrès, ils ne se donnent pas la peine. Alors, les Nations Unies qu'est-ce qu'on doit tirer comme information faisaient 2 inspections par an, au moins au Cameroun. Oui. Ils envoyaient des inspecteurs qui venaient même dans les villages pour demander aux Camerounais si la France se comportait bien. Première chose. Deuxième chose, il y avait ce qu'on appelait des pétitionnaires camerounais qui se rendaient aux Nations Unies pour aller se plaindre de la manière où la France se comportait. Et la France se retrouvait devant un tribunal qu'on appelait la 4e commission, c'est-à-dire la commission de développement, de colonisation. Elle répondait à ce que les incriminations qu'on leur faisait. Ils n'étaient pas là comme ça. Alors, Anani Abibindi, on continue avec vous dans ce registre-là. Non, il faut d'abord expliquer ça au Cameroun. Oui, au Cameroun, parce que beaucoup ne savent pas ça. Que les inspecteurs
des Nations Unies venait au moins 2 fois. Certains vont vous dire que c'était des inspections des plus forts et la loi du plus fort. Mais les inspections des plus forts, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que la France, avec son influence, forcément, les Nations Unies... Non, on ne peut pas. Puisqu'on convoquait la France devant ce tribunal et devait répondre. On laissait les Camerounais aller aussi parler. Ce qu'on retient de plus, c'est ce que nous avons ressorti, mes amis Abel Inga et moi, le voyage de Oumniobé aux Nations Unies. Ça, vous l'avez retenu. Ce qui n'est pas anodin, il y était. Bon. Avec une défense magistrale de l'idée que les UPCistes avaient de l'indépendance. Ici, vous avez Oumniobé et Okala aux Nations Unies. Le même jour, le 13 décembre 1952, Oumniobé a parlé à 16h et Okala lui a rétorqué vers 17h. Okala pour la partie... Non, c'est-à-dire Okala, pas pour la partie française. Non, pas pour la partie française. Oui, pour la partie du gouvernement en place. Il n'y avait pas le gouvernement. J'ai dit en 52. Oui. Le gouvernement n'existait pas. Okala n'était pas d'accord avec certaines choses que Oumniobé disait et il rétorquait mot par mot. Toujours est-il que le discours... Et ce jour-là, il y avait Tchumbangwanke aux Nations Unies, il y avait Kemayou Daniel, il y avait Bissé Guillaume. Ce que vous cherchez à dire, c'est que, pour dire que le discours de Oumniobé n'était pas un discours isolé de Camerounais. Absolument. Il y avait d'autres Camerounais qui ont dit, en tout cas, qui se sont opposés à la position de Oumniobé, toujours devant les Nations Unies. Aux Nations Unies, ce jour-là, 13 décembre 1952, à 16h. Alors, je vous pose une autre question. Peut-être qu'on va, avant de sortir de ça... On ne parle que de Oumniobé. Je suis d'accord qu'il avait une aura, mais ce n'est pas lui seul qui allait se plaindre. Et on retient donc que d'autres Camerounais avaient des positions divergentes de celles de Oumniobé devant cette même assemblée. Et c'est pour ça qu'ils allaient aussi aux Nations Unies et la France devrait répondre. La France était en accusé. Très bien. Alors, c'était une obligation des Nations Unies. Si vous regardez les revendications, le discours de Oumniobé, par exemple, lors de son passage aux Nations Unies, et le Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous trouvez encore des liens? Non, on ne peut pas partir du Cameroun aujourd'hui. Je vais vous dire, dans le camp de ceux qu'on dit qu'ils n'étaient pas ceci ou cela, Amadou Ahidjo a été à l'école supérieure de Yaoundé, comme je viens de vous montrer, et que M. Gaston Dona, directeur, a dit... En d'autres termes, il n'était pas aussi illettré que certains ont laissé croire. Gaston Dona a dit, nous les formons pour remplacer. C'est Gaston Dona, le père de la politique et du syndicat au Cameroun, qui le dit. Il dit, on leur donne une bonne formation. Ahidjo a été à l'école supérieure de Yaoundé, et après, quand il sort, une grande administration de la place à l'époque, la Poste, le récupère. Il est directeur de la Poste à Bertois, et après directeur de la Poste à Garoua. Et les Camerounais voient comment il s'occupe bien des problèmes camerounais. Ils vont voter pour lui, pour être conseiller à l'Assemblée territoriale. Okala Charles, sorti du grand séminaire, travaille bien, les gens voient, ils vont voter pour lui, pour être conseiller à l'Assemblée territoriale. Njoya Aruna a fait l'école supérieure de Yaoundé et après il devient ce qu'on appelle écrivain-interprète. Les Camerounais vont voter pour qu'il soit conseiller à l'Assemblée territoriale. Kemayou Daniel, pareil, je peux vous en citer nombreux. Et justement... Et maintenant, il passe au deuxième étage. Quand il y a une réforme en France, pour dire que les Camerounais peuvent participer dans les institutions françaises, Ahidjo sera élu, toujours par les Camerounais, conseiller de l'Union française en 1951, le plus jeune conseiller de l'Union française. Il avait un bagage. Quand on vous écoute, il avait un bagage. Alors, je voulais juste faire une précision. Comme on a plusieurs autres rubriques, et que le temps peut nous faire défaut. Malheureusement. Voilà, on va peut-être prendre l'essentiel. On retient de ce développement. On retient que Ahidjo avait le bagage qu'il fallait comme
Oumniobé, dont l'aura peut-être... Mais attention, dans le camp d'en face, Oui. ce qu'on dit, c'est eux qu'il fallait. Wandji avec quoi? Il a fait quelle école supérieure? Dans le camp d'en face, je reconnais Oumniobé qui a fait l'école normale de Fulani Messi. Wandji a fait quelle école supérieure? Deuxièmement, Moumié. Moumié est rentré dans une école qu'on appelait école d'infirmiers d'Ayos. École que monsieur... On le reconnaît comme médecin pourtant. Non, non, attends. Il ne faut pas prendre des... Question que vous nous expliquez. Non. École que monsieur Louis-Paul Ojoula a faite au Cameroun. Quand il est député, et en 1949, il devient secrétaire d'État à la France d'Outre-mer, il va construire ces écoles d'Ayos. Comment Moumié passe d'infirmier en médecin pour... Mais c'est ça. Ah, donc, excusez-moi, je suis désolé. La plupart des médecins, c'était des médecins africains, les Oufouettes et tout. Mais par le jeu de concours de ces mêmes Ojoula, quand il devient secrétaire d'État à la France d'Outre-mer, c'est-à-dire le ministre des colonies, de tous les pays, toutes les colonies, c'est lui qui était notre ministre, qui nous défendait. Donc, il fait des débats en France pour qu'on crée une école de médecine à Dakar. On va former des médecins africains. Et c'est là où on va prendre des infirmiers. On disait médecins africains. On prend ces infirmiers-là, on va les envoyer des stages et tout. C'est là qu'ils deviennent médecins africains. Alors, le premier docteur en médecine africain en France, c'est Charles Delangue. Alors, vous avez compris là? Oui. Donc ça veut dire, j'ai dit, Oumniobé a été à Fulani Messi. Ahidjo a été à l'école normale. Moumié est passé d'infirmier à médecin. Bon. Vous avez questionné... Wandji. Alors, restons sur Ernest Wandji. Alors, ce qu'il faut... Mais je viens de vous dire... Oui, restons sur Ernest Wandji, puisque son nom a servi de prétexte et de débat et de polémique. Vous l'avez dit, vous étiez en France. Je viens de vous dire... Quel est votre regard sur cette question? Quelle école, lui, il a faite? Oui, il a fait des petites écoles. On va laisser son côté. Il est moniteur à l'école primaire derrière la prison de Nebel. D'accord, on va laisser son côté académique et son parcours professionnel. Ce que je laisse, c'est pas que je laisse son côté. Oui. Je dis ce camp-là. Moi, je vous suggère de laisser ça pour qu'on passe à autre chose. Parce que ce camp-là vous dit, c'est pas à ceux-là qui, eux, ont été formés, qui ont été dans les parlements en Europe, qui ont été dans les délégations françaises aux Nations Unies, donc qui ont fait l'apprentissage de la démocratie. On vous dit que ce n'est pas eux qui devaient, c'est ceux-là. C'est compris, Anani Rabibidi. En somme, vous dites, le président Ahidjo et ceux qui étaient avec lui méritaient autant de gérer le pays que la fraction de ils ont fait l'apprentissage de la démocratie. Ils avaient les rouages de la gouvernance. Alors, c'est compris, c'est votre assertion sur le fait. Alors, pour sortir de ces questions de lutte d'indépendance, on a une polémique autour de la qualification à donner à ces combattants de la lutte indépendantiste, notamment de l'UPC, le cas Ernest Wandji. On a eu beaucoup de polémiques. Certains qui ont traité ces héros pourtant reconnus nationalement, désormais héros, de bandits. De votre point de vue, vous étiez en France, vous l'avez dit, quand cette polémique a éclaté au Cameroun. Moi, j'ai 83 ans. Oui. Monsieur Elimbi a au moins 30 ans moins que moi, 20 et quelques. Donc, quand je parle, je dois avoir de la retenue. Je suis né à Nebel. J'ai vu tout commencer. C'est pour ça que, quand je parle, je ne vais pas dire que c'est des bandits. Mais, sauf eux-mêmes, tous ces gens étaient appelés bandits par le reste des Camerounais. Et la France avec. Quand je veux faire une émission sur Oumniobé, où je présente ses veuves et ses enfants, tout le monde dit, ah bon, ils avaient même des enfants, ils avaient des femmes. Parce que tout le monde, ce qu'il faisait, cette émission que j'ai faite à Bafunda, je vous donne le numéro de téléphone de Jean-Paul Fodou, qui est au Cameroun en ce moment.
il va vous dire comment, quand je suis allé faire cette émission, les vieux rescapés que j'ai trouvés appelaient ces gens-là. Il dit, quand ces bandits-là, les gens venaient, ils nous disaient, vous allez voir, Wandie lui-même sera là demain. Ça ici. Est-ce que derrière ces actions... Jean-Paul Fodio est là au Cameroun. Est-ce que derrière ces actions, on ne pourrait pas, comme disent quelques-uns, qualifier ces actions violentes de dégâts collatéraux dans une lutte de libération? De libération qui? On voulait libérer qui? On était déjà indépendants. Ce qui s'est passé au Cameroun, qui s'est transformé en guerre, c'était que les Français, ayant eu une mission des Nations Unies d'apporter le Cameroun à l'évolution, devaient faire leur travail. Et puis d'un côté, ils sont humains. Ils n'étaient pas libres. Parce que je vous dis, les Nations Unies surveillaient. Ils devaient rendre des comptes. Donc, pour eux, c'était au départ une mission de... Comment on dit? De préserver le Cameroun. Avec beaucoup de griefs quand même. Non, il y a beaucoup de griefs. Sur mais c'est devenu grief comment? Sur les violences. Il y avait dans un camp ceux qui voulaient le désordre, rien que le désordre. Et dans l'autre, les Français qui voulaient l'ordre, rien que l'ordre. Qui disaient l'ordre doit régner. Dans ce cas de figure, comment réagissez-vous si vous tenez ce discours au décret présidentiel qui fait donc de ces, entre guillemets, bandits, des héros nationaux? Le décret présidentiel, le chef de l'État est libre, même de faire de quelqu'un une position qu'il n'a pas au départ. Parce qu'il faut apaiser le Cameroun, faire la paix. C'est ça la réconciliation. C'est comme les gens vous disent, on a fait d'eux les héros, c'est-à-dire Ahidjo le bourreau, et les autres. Non, Ahidjo n'était pas bourreau. Ahidjo était défenseur. Il défendait le Cameroun qui, eux, n'avaient pas d'armes. Par rapport aux autres Camerounais qui avaient des armes et qui étaient faibles. Restons donc qui, eux, avaient d'autres visions. Ok, restons sur le président Ahidjo. Et tout à l'heure, nous avons évoqué le président Paul Biya qui a donc fait... Ahidjo était héros. Il a quand même amené le Cameroun à l'indépendance. Très bien. Et les autres ont tué les Camerounais, qui étaient les mêmes vides. Dégâts collatéraux par rapport à qui? Président Ahidjo, président Paul Biya, le Cameroun a connu jusqu'ici 2 présidents. Oui. Avant de vous proposer le reportage qui va marquer le premier arrêt de cette émission, en quelques mots, si vous devez relever des principales continuités et les principales ruptures de ces 2 pouvoir, vous diriez quoi? Le mot est revenu. Les Français étaient dans la vision du maintien de l'ordre. D'accord, revenons et les autres étaient dans la vision de désordre, rien que le désordre, parce qu'ils avaient d'autres visions. Président Paul Biya, président Amadou Ahidjo, continuité et rupture, en quelques mots, vous diriez quoi? Les 2 personnes, vous savez, même quand vous êtes des jumeaux, il ne faut pas faire comme les Camerounais qui vous disent que, puisque vous, Ndobo, vous êtes du même coin du Cameroun que moi, si vous êtes président et que je vous remplace, ce n'est pas le changement. Le changement ne sera que quand quelqu'un d'autre vous remplacera. Ce n'est pas ça. Ahidjo et Paul Biya, continuité ou rupture? Il y a la continuité d'abord. Un État, c'est une continuité. Il faut que ce soit une continuité. La rupture, c'est dans quelques problèmes qu'ils ont eu et tout, ou dans quelques façons de voir. Mais l'État et c'est la continuité. Très bien. Je vous propose donc le premier arrêt de cette émission. Nous allons prendre un reportage qui nous est proposé par Cédric Tachako et tout juste derrière, nous allons parler de 2025 et de la vision autour de cette échéance qui arrive au Cameroun.
Réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, les évêques de l'Église catholique romaine se prononcent au sujet des élections régionales et de l'élection présidentielle de 2025. Dans leur dernière lettre pastorale, ils décrivent les critères essentiels à remplir par tout aspirant au fauteuil présidentiel. Ces critères incluent intégrité et leadership moral, humilité et modestie, gestion efficace de l'économie. La conférence épiscopale nationale du Cameroun souligne à grands traits que le prochain dirigeant doit encourager l'unité nationale, lutter contre la corruption et être capable de gérer les crises. Dans le document de 14 pages, les prélats insistent également sur la place prépondérante de l'écoute et du dialogue dans le respect de l'état de droit. D'après les évêques du Cameroun, cette adresse à tous les Camerounais, acteurs de la scène politique et hommes et femmes de bonne volonté, vise à encourager un scrutin apaisé, inclusif et transparent dans un contexte politique marqué par des tensions et des appels à candidature des dirigeants politiques d'influence. La conférence épiscopale nationale du Cameroun trouve opportun d'interpeller pour une prise de conscience collective dans un pays où les valeurs humaines et éthiques doivent l'emporter sur les intérêts personnels. Tout en déplorant les multiples violations de lois, les évêques attirent l'attention de toutes les parties impliquées dans l'organisation des scrutins à venir. Ils sont appelés à œuvrer effectivement pour que les élections se déroulent dans la tranquillité, la transparence et la justice. Car, disent-ils, le respect des droits des électeurs et de leur volonté est une garantie pour la sauvegarde de l'unité, la cohésion sociale et la paix durable dans le pays. Les 26 signataires de cette lettre pastorale invitent tous les Camerounais du monde entier à se préparer pour un changement historique en 2025. Tout en indiquant que le vote est un devoir citoyen, ils incitent le peuple à poursuivre les inscriptions sur les listes électorales. L'Église catholique romaine qui est au Cameroun confirme son implication comme par le passé à travers le déploiement de la commission épiscopale Justice et Paix. Retour sur ce plateau dans le cadre de cette édition de votre magazine en toute franchise. Nous recevons un illustre invité, Anani Rabi Bindi. Avec lui, nous parlons de la période de lutte d'indépendance. Nous parlons du Cameroun. Nous avons évoqué son regard sur le rapport ou le lien entre la gouvernance du président Amadou Ahidjo et celle du président Paul Biya. Vous venez de suivre Anani Rabi Bindi, ce reportage de Cédric Tachako sur cette récente sortie de l'épiscopat camerounais au sujet notamment du portrait robot du potentiel président du Cameroun attendu pour l'échéance présidentielle de 2025 dans quelques mois. Cela vous inspire quoi, cette sortie des évêques qui dresse en quelque sorte le portrait robot de celui qui devrait pouvoir présider aux destinées de notre pays? Ce n'est que de la redite. C'est ça que nous attendons chaque fois. Nous attendons que celui qui doit nous gouverner remplisse toutes ces conditions-là. C'est comme nous attendons chaque fois que toute personne qui est responsable, même les évêques eux-mêmes, doivent être intègres comme ça. Mais le sont-ils eux-mêmes? Nous attendons ça. C'est-à-dire, c'est de la redite. Moi, je trouve que c'est normal ce qu'ils ont dit. C'est ça qui doit être. Est-ce que vous n'y voyez pas une prise de position ou une ingérence dans la question politique, comme disent quelques-uns? Moi, je ne refuse pas qu'il y ait une ingérence dans la politique. Il ne faut pas tricher. Les évêques ont le droit d'être candidats, d'être président de la République, d'être tout. Mais pourquoi on triche toujours? Le jour où j'ai rappelé au cardinal Toumi que la cathédrale Saint-Pierre et Paul, vous le savez, je vous en ai parlé, m'appartient avant lui, parce que en 1952, j'étais enfant de chœur, et lui est devenu prêtre en 1963. Je le lui ai rappelé. Mais un évêque n'a pas à venir imposer son cœur à la cathédrale, à l'autel ou à la chaire, puisque lui, il a ce droit, et que moi, je ne peux pas lui rétorquer. C'est tout à fait normal qu'il fasse ce portrait robot. C'est le portrait robot que nous attendons depuis des siècles. Que ceux qui dirigent
Ça ne sert pas seulement pour le président de la République, c'est valable pour vous, pour moi, vous qui êtes directeur, tel, tout le monde doit être comme ça. Alors, intègre, lutter contre la corruption. On lutte contre tout le monde lutte contre la corruption. Le tribunal criminel spécial a été créé en juin 1961. Après, le président Ahidjo qui l'avait créé l'a mis sous veilleuse. Biala l'a remis en poste. Quand il a vu que les gens volaient déjà beaucoup, Ahidjo, elle avait fait 1 an et demi après l'indépendance du Cameroun. Les Camerounais volaient déjà. Il a créé ça. C'est un problème. C'est un problème. On a envie de dire. Monsieur Dioutazed est encore vivant. Il a fêté ses 90 ans il y a quelques jours. C'est lui qui a créé ça avec son ministre des Finances, Onanawono. 1 an et demi après l'indépendance. On avait déjà le TCS au Cameroun. Mais c'était... Oui. Alors, Anani Rabibindi. Les gens croient que c'est Paul Biya qui l'a créé. Il a chauffé et réveillé. Anani Rabibindi, 2025 est une année importante pour le Cameroun, notamment avec l'échéance de l'élection présidentielle qui arrive. De votre point de vue, au regard des précédentes échéances, notamment celle de 2018 et celle antérieure, quelles sont les principales attentes, les enjeux majeurs autour de cette présidentielle selon vous? Moi, je ne vois pas un enjeu plus majeur que les années précédentes. Pourvu que les Camerounais soient sérieux, que les gens arrêtent de dire « si je ne suis pas élu, c'est qu'on a triché ». Mais il y a aussi derrière des aspirations à un processus électoral peut-être un peu plus consensuel, crédible, qui fait l'objet de beaucoup de débats tout de même. Un processus électoral peut être consensuel au Cameroun. C'est un vœu. C'est un vœu, mais je vous demande s'il peut être consensuel. C'est une aspiration. Parce que des gens qui disent si je ne suis pas élu, c'est qu'on a triché. Avant les élections, il y aura la guerre. Et vous croyez que les autres vont rester les bras croisés en entendant ces paroles-là? Un processus électoral ne peut pas être consensuel. C'est du cinéma. Et comment faire? Parce que chacun va à la réunion qui veut préparer le processus consensuel avec sa propre position. Quelle proposition feriez-vous donc pour crédibiliser davantage ce processus et peut-être pour desserrer les cœurs et les positions telles que vous le dites? Moi, je ne sais pas. Aussi, je ne suis pas comme quelqu'un. Vous savez, je vais percer l'abcès. Un monsieur, Monseigneur Cléda, dont tout le monde dit qu'il est le fils spirituel de Toumi. Vous avez suivi sûrement sa prêche un jour quand il a dit « Est-ce que c'est vraiment ceux pour qui nous avons voté qui ont été déclarés élus ?» C'est juste une interrogation. Non, c'est pas juste une interrogation. Vous ne trouvez pas ça grave? C'est très grave. Il remet en cause. C'est l'élection qui a été faite. Ça va être comme ça chaque fois. Il n'est pas le seul. Non, vous savez ça. Il n'est pas le seul. Peut-être moi aussi. Donc, puisqu'il n'est pas le seul, mais ils ne sont pas les seuls à dire ça. Les autres aussi vont nous dire le contraire. Heureusement que vous vous souvenez qu'il a dit, après les élections, un jour, moi, mon problème, c'est ça, c'est que je garde les choses. Est-ce que c'est ceux pour qui nous avons voté qui ont été élus? C'est-à-dire, il dit que les élections n'ont pas été bonnes. Donc, chacun est parti. Cela résultait peut-être des contestations, des discours divergents. Mais oui, justement. Et d'un certain nombre d'irrégularités que certains pointaient du doigt. Mais je dis, dès que quelqu'un n'est pas élu, il pointe du doigt les irrégularités. Vous pensez qu'il n'y a jamais de fond quand même dans ces contestations? Mais tous les autres ont les irrégularités, même dans le camp au pouvoir. Je viens de vous dire quelque chose. Quelqu'un a dit, s'il n'est pas élu en 2025, ça va être la guerre, c'est qu'on a triché. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ben, c'est les discours qu'on entend. Ah! Comment quelqu'un peut dire ça? Moi, je suis courageux, je parle. Les autres parlent sous cap. Je vous ai montré un jour, vous et moi, quand nous avons fait une émission, en parlant de ce qu'on appelle marche pacifique. Je vous ai montré une photo où
Les gens ont dit qu'ils allaient en marche pacifique, mais ils ont mis des machettes sous les chemises. Est-ce que je mens? Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un part de chez lui, dit qu'il va en marche pacifique, il met une machette sous la chemise. De façon à ce que, quand les policiers leur disent non, il n'y a pas de marche, ils ont sorti des machettes pour attaquer les policiers. C'était une marche pacifique? Il y a toujours, C'était une marche il y a toujours des brebis galeuses. Ah, on ne va pas entacher l'ensemble pour des brebis galeuses. C'était une marche pacifique. Mais comme les brebis galeuses sont plus nombreux que le reste, ça devient dangereux. Autre chose dangereuse, c'est le discours que nous avons dans l'espace public ces temps-ci, avec une forte dose de discours haineux, le repli identitaire, et pour ne pas éviter le mot, le tribalisme qui s'invite dans le débat public. Enlever le mot repli identitaire, c'est trop, ça fait très bien, c'est ça. C'est politiquement correct. Non, non. Dites le tribalisme. Et le tribalisme, donc, qui s'invite dans le discours public. Anani Rabi Bindi, de votre point de vue. Le tribalisme ne s'est pas invité aujourd'hui. Pourquoi on en est à ce statut? On en est là parce que pendant longtemps, certains d'entre nous ont cru que d'autres sont plus forts et faibles et qu'ils sont plus forts. Mais maintenant, la réaction a toujours été plus forte proportionnellement que l'action. Je crains de ne pas bien vous suivre sur cette... Je dis ceci. Certains d'entre nous ont posé des problèmes pendant longtemps aux autres. Et je leur disais, je leur rappelais qu'Alain Pierrefitte avait dit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Moi, j'ai eu mal dans mes veines quand j'ai vu quelqu'un écrire un jour « Betty, le malheur du Cameroun ». Et vous voulez que je vous dise que je n'ai pas eu mal? Si aujourd'hui je peux rendre, on va dire là que c'est moi qui fais du tribalisme. Alors, Anani Rabi Bindi, non, répondez-moi. Est-ce que vous pensez que cette situation malheureuse que nous vivons avec une certaine ampleur dans les réseaux sociaux peut, en termes de tort, être exclusivement attribuée à une partie ou à quelques parties que ce soit? Non, j'ai dit tout le monde. J'ai dit quand on a dit un jour, écrit dans 3 journaux, Betty, le malheur du Cameroun. Si aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un journal, j'écrirai plus. Parce que la réaction est proportionnelle à l'action. Faut-il donc plonger dans la gadoue si tant il est qu'on constate que certains sont allés dans des dérapages? Personne n'est allé dans des dérapages. Les autres étaient dans des dérapages. J'ai dit, on a écrit dans ce pays, dans 3 journaux, Betty, le malheur du Cameroun. Vous, le patriarche que vous êtes, on peut vous le considérer, oui, de votre vécu, de cette histoire du Cameroun et des différentes phases que nous avons connues, quelle serait la solution à peu près pour revenir à cette fusion qui ne mettait pas en avant le tribalisme? La suivante. Je l'ai dit dans la préface du livre du ministre Jean de Dieu Momo. La solution est que on ne vienne pas dans ce qu'on appelle on va au dialogue en cachant une machette derrière. Vous pensez que certains le font? Oui, on va au dialogue en disant que c'est ce que je m'en vais demander qui doit se faire. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas le dialogue. La solution, c'est que on aille en se disant, oui, nous avons tous failli. Mais si vous venez, qu'on accepte que c'est les autres qui ont failli, vous n'avez pas failli. Avec votre machette d'ailleurs derrière. Si vous voulez venir à un dialogue pour que les autres acceptent que c'est eux seuls qui ont failli, alors qu'ils vous reprochent des choses. Je viens de vous parler de Betty, le malheur du Cameroun. Autre sujet. Betty que je suis, comment vous pensez que j'ai senti ça? Ça veut dire que si aujourd'hui, je peux rendre la balle, si j'ai un journal, je le ferai sur ceux-là qui disaient. Dieu nous en préserve. Anani Rabi Bindi, un autre sujet qui s'invite aussi dans le débat public, et notamment à l'approche des échéances comme celle de la présidentielle de 2025, c'est le sort de la diaspora. Vous avez vous aussi été pendant longtemps à l'étranger. La diaspora
qui revendiquent très souvent de participer un peu plus, notamment au processus électoral, avec en toile de fond cette question de double nationalité. Votre regard sur cette question? Il y a un de mes fils qui est dans la salle, qui est de la diaspora. C'est moi, si vous m'aviez dit ça, je vous aurais apporté la lettre que j'avais adressée au président. À l'époque, je crois en 90, quand il était en voyage en France, dans le cadre de mon association qui s'appelle Amicale des Camerounais et Amis de l'étranger. Je réclamais le vote pour la diaspora. Et j'avais donné des exemples. J'ai dit, M. Blaise Pascal Talla, j'ai écrit dans la lettre, est membre de la diaspora et tout, il est bon Camerounais, il fait ceci. J'ai cité ça. M. Blaise Pascal Talla. Si on ne fait pas voter, ce serait anormal. C'est M. Belinga Boutou à qui j'avais remis la lettre. Le président était à l'hôtel Raphaël à Paris. Et donc, votre point de vue est connu? Mon point de vue est connu. Mais il faut que ces gens-là soient sérieux. Lesquels? Ceux de la diaspora? Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de voter? Depuis lors, on a pris la décision qu'ils votent, non? La question de la double nationalité reste pendante. Vous savez ce que la double nationalité? Qu'ils aillent voir les Français. La double nationalité veut dire que vous devez avoir une double nationalité. Mais les autres en face, vous leur donnez aussi. Ça veut dire que on change que tout Français peut être Camerounais et tout Camerounais, ce n'est pas seulement une partie. Hein. Pourquoi eux? Mais ils ne sont pas sérieux. Pourquoi eux? Tout Camerounais doit être Français et Camerounais. Mais à cela, il faut que la France accepte. Chaque pays regarde d'abord les intérêts qu'ils ont. Qui leur a dit que les Français veulent accepter? Il y a des Camerounais qui ont la double nationalité. Très bien. Anani Rabi Bindi. C'est-à-dire ceux qui ont eu la double nationalité normalement. Normalement. Mais quand on dit double nationalité, tout le monde, c'est-à-dire tous les Camerounais sont français, tous les Français aussi sont Camerounais. Bon, il ne s'agit pas que des Français. D'autres pays sont concernés, où il y a la diaspora camerounaise. Non, c'est ça, non? Je parle de la France. Puisque c'est de ça qu'il ne faut pas tricher. Bon, il y a d'autres Camerounais aux États-Unis qui revendiquent cette double nationalité. Tous les Camerounais deviennent Français et tous les Français deviennent Camerounais. Deuxième arrêt de cette... Pourquoi voulez-vous que, parce que quelqu'un a traversé à la nage, il arrive, on dit ceux-là parce qu'ils ont nagé, ils ont le droit d'en avoir et les autres non. J'espère que c'est une formule ironique simplement que vous utilisez là. Alors, Anani Rabi Bindi. Ceux qui ont traversé à la nage, dès qu'ils arrivent, on leur donne comme prime. Et les Camerounais qui restent au Cameroun, vous n'allez pas demander, vous? Alors, non, dites-moi la vérité. Deuxième arrêt de cette émission, avant la dernière dorsale, c'est la parole que nous avons donnée à quelques confrères et vous allez réagir tout juste après. Vous avez pratiqué le journalisme pendant plusieurs décennies au Cameroun, dans d'autres pays africains et même en Europe. J'aimerais savoir le regard que vous portez sur la pratique du journalisme au Cameroun, et notamment avec l'avènement des facilités offertes par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, j'aimerais savoir également le regard que vous portez sur les médias et sur les journalistes camerounais. Pensez-vous qu'ils ont véritablement joué le rôle qui devrait être le leur pour faire avancer certaines causes, des causes comme la démocratie? Bonjour M. Ndobo, bonjour à tous les téléspectateurs de Dash TV. Nous posons notre question comme militants UPCistes et nous l'adressons à Anani Rabi Bindi comme professionnel des médias à propos des nombreuses productions qu'il a faites sur l'histoire du Cameroun et qui sont polémiques, qui pose de nombreux problèmes de véracité parce que nous estimons que c'est une histoire qui a largement contribué à tronquer et à populariser des mensonges liés à cette période capitale-là.
Donc, est-ce qu'il serait donc prêt à une confrontation fondamentale, publique, générale, sur toutes ces questions-là, entre lui, le journaliste, et nous, les militants UPCistes? Retour sur ce plateau en toute franchise avec Anani Rabi Bindi. Parole donnée à deux confrères. Le premier, Charles Cacharel-Fongan, il demande aux journalistes qui a vécu et aux journalistes qui observent aujourd'hui son regard, sa vision sur la pratique du journalisme au Cameroun avec l'avènement de l'intelligence artificielle et d'autres moyens technologiques. Est-ce que de votre point de vue, les journalistes contribuent à l'avancée démocratique et gèrent de façon assez efficiente leur profession au Cameroun? Au Cameroun, qu'on m'attende dehors, mais je n'ai pas peur. Tous les journalistes ne gèrent pas avec efficience. Il ne faut pas dire que tout le monde est pourri. S'il y en a qui sont pourris, on ne peut pas dire que tout le monde est pourri. Il y a des gens qui font beaucoup de progrès, du travail et tout. Mais il y en a qui sont restés au niveau du village. Vous entendez quoi par... au niveau du village, c'est-à-dire que quand c'est un tel qui est de mon village, il est bon. Quand ce n'est pas un tel, malheureusement. Alors, on ne va peut-être pas entrer dans les méandres de quelques compromissions qui sont souvent pointées du doigt. Deuxième interrogation, celle de Jean-Baptiste Ketchanga. C'est un confrère, mais c'est aussi un militant politique qui se revendique d'ailleurs de l'Union des populations du Cameroun. Il semble avoir quelques désagréments ou quelques désaccords avec vos productions qui, de son point de vue, ne sont toujours pas à la lisière de la vérité. Vous lui répondez quoi? Et d'ailleurs, il vous demande si vous serez prêt à une confrontation sur certaines de vos productions. Mais que Ketchanga, qui me connaît, fasse ses productions à lui, démontrant le contraire de ce que je fais. Moi, je ne veux pas venir sur un plateau de télévision pour parler à un monsieur qui se revendique UPC. Moi, il est né quand? L'UPC n'existait plus. Mais moi, je suis né. J'étais le vendeur du journal Cameroun, mon pays. Je crois qu'il le sait. Qu'il amène aussi ses productions, on va les confondre. Je ne vais pas venir m'abaisser avec un monsieur qui part avec des a priori. Je n'ai pas parlé de ma bouche. Je suis allé trouver des gens qui vivent encore, amener des documents. Je vous en ai amené aujourd'hui encore. Et donc, si une confrontation existerait, vous serez prêt à être face à M. Ketchanga? Je ne suis pas face à être prêt à lui. Qu'il vous apporte d'abord ces documents. Le contraire de ce que vous dites. Voilà. Très bien. On va sortir de cette émission avec une séquence que nous n'avons pas très souvent l'habitude. Je ne veux pas lui faire cet honneur-là. Je ne veux pas lui faire l'honneur. Mais vous lui demandez d'apporter les éléments... Qu'il vienne vous apporter ses productions à lui, qui sont les vraies, et je vais revenir avec les miennes. Vous allez vous-même voir. Très bien, c'est compris. Je pense que notre confrère aussi... Il me suit. A compris. Alors, il veut que je lui fasse l'honneur de venir blablater avec lui devant une chaîne de télévision. Il me connaît. Pourquoi il n'est pas venu un jour me dire, là tu as dit ceci et ce n'est pas vrai? J'ai toujours dit, vous avez travaillé avec moi, Christian Dobo. Le mot que je dis le premier est que ce dont je suis sûr est que je ne connais rien. Et que je ne suis pas historien. Je cherche des broutilles parce que ceux qui sont des historiens ne le font pas. Mais qu'il apporte, lui, ce qu'il a qui est vrai. Et qu'il aille dire à ces gens que je vais interviewer, que je cherche, leur dire, vous avez menti. Alors, la commission franco-camerounaise sur les événements de cette lutte est passée par chez vous? Ils sont venus me voir. J'ai refusé. Et pourquoi? J'ai estimé que M. Blaise Bikim m'a envoyé des caméramans. J'ai dit que je ne suis pas au niveau. Vous parlez de Bling Bassi? Oui. Oui. Il est venu, il m'a envoyé des caméramans. Il m'a appelé d'abord.
des gens m'ont appelé, me disent, nous sommes de la commission, ils sont venus, 2 petits garçons, il y a un qui doit avoir 23, 27 ans, on dit que c'est lui qui est historien en chef, avec un cameraman, il voulait me poser, j'ai dit non, allez dire à M. Bikim qu'il vienne lui-même. Moi, je ne veux pas que ce que je vais dire soit anonyme. Qu'on prenne ça pour aller changer, ne pas présenter exactement ce que j'ai dit. Ce que je lui ai dit. Et lui-même, Blick, après, est venu chez moi. Je lui ai répété ce que je lui ai dit, que j'ai dit à ses enfants, et que je ne veux pas être anonyme. Ils sont repartis. Et un de leurs journalistes, un jour, m'appelle pour me dire qu'ils vont me donner 1 million pour que je leur donne mes documents. Je les ai fait venir. Je lui ai dit, dites à M. Blick que vous m'avez insulté. Moi, je vais vous donner 1 million pour aller au restaurant. Très bien. Nous sortons de cette émission, Anani Rabi Bindi. Avec vous, bien évidemment, on passerait des heures et des heures qu'il y aura toujours à dire et à redire. Mais nous ne sommes malheureusement pas en capacité de prendre toute cette antenne. Et on espère simplement qu'avec un peu plus de vigueur, de ténacité, je suis là. Vous nous produirez encore vos tribunes de l'histoire. Et je vous ai dit que ce monsieur Jean-Baptiste qui Ketchanten, oui. Ouais. Dites-lui qu'il produise aussi et qu'il vienne vous présenter ça à la télé. Ce qui contredit ce que je dis. Alors, en toute franchise, nous voulons sortir de cette... Je ne lui ferai pas cet honneur. Voilà. C'est compris. Alors, nous avons dit d'entrée de cette émission que plus qu'un entretien, ce sera surtout une causerie avec relance. Et nous voulons donc en toute franchise sortir de cette causerie. Anani Rabi Bindi, vous avez parlé de la difficulté de la réconciliation au Cameroun. Vous nous avez d'ailleurs dit que pour que cette réconciliation se fasse, il faudrait que chacun vienne avec un cœur ouvert et non avec des machettes derrière. Quel est le message essentiel que vous, aujourd'hui, en tant que patriarche, vous pourriez transmettre à la jeunesse camerounaise, surtout celle-là qui s'apprête à vivre une nouvelle échéance présidentielle et qui scrute son avenir? Nous sommes responsables. C'est nous, les parents, d'abord les aînés, qui sommes responsables. Parce qu'on passe le temps à diffuser du mensonge de temps en temps. Moi, je suis allé à Liberman en 1954. Je payais, j'étais externe. J'ai payé 2150 francs par an de collage. Et je louais les livres, puisque je n'étais pas boursier. Mais quand je vois que quelqu'un de ma génération dit à son fils, en notre temps, tout était bon, on avait les livres gratuits, on avait tout gratuit, il ment. Il n'est pas d'accord avec le régime, mais il n'a pas besoin de dire du mensonge pour transformer son fils en rebelle. Tout était gratuit où? On paye 2150 par an. Il n'en demeure pas moins que les conditions aujourd'hui sont peut-être un peu plus difficiles qu'en ces époques-là. Quelles conditions? Les conditions de vie aujourd'hui. Pas du tout. Si on s'en tient seulement peut-être au revenu salarial des fonctionnaires qui ont été coupés depuis... Les fonctionnaires ont menti le Camerounais. On leur a... Ça, j'en parle. On a coupé le salaire des fonctionnaires, comme tu dis. Parce que le FMI a exigé ça. Mais toutes les restructurations qui ont eu près après, on a remis tant, on a remis tant, ils sont revenus à leur niveau. Mais quand un fonctionnaire ne veut pas vous donner... Sauf que le coût de vie a peut-être lui augmenté. Le kilo de riz ne coûte plus comme il était avant la coupe de ses salaires. Mais vous savez quel salaire on avait à l'époque de mon père? Moi, je dormais dans une case en natte. 90% de cases étaient en natte au Cameroun à cette époque. Si le kilo de riz coûtait... Quel kilo de riz? On mangeait le riz une fois par an, quand on a passé la première communion. Peut-être parce qu'il y avait des vivres en abondance. Où ça? Il n'y avait pas... Parce que le riz, c'était la nourriture des princes. Il fallait avoir... Les cultures vivrières nous... Allez, arrêtez. D'abord, on était combien? En 60, on était 3 millions d'habitants. Les vivres étaient combien? Et donc, la demande a augmenté.
Alors, la demande a augmenté, les moyens. Vous avez fait une émission avec moi où je vous ai rappelé que j'ai vu dans les plantations du colonel Etondé, en Djombe, une maman âgée avec un téléphone portable en train de parler en pleine bourse. Mais cette maman, c'est normal qu'elle augmente le prix de sa banane parce qu'elle veut payer un téléphone et payer sur le crédit, payer une télévision par câble. C'est un autre débat, peut-être lié aussi à la modernité. Anani Rabibindi. Bon, c'est lié alors. Pour sortir de cette émission, Anani Rabibindi, si vous aviez, et peut-être de manière rapide avant la dernière, si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants actuels de notre pays et peut-être aux dirigeants futurs pour que le Cameroun retrouve sa croissance et peut-être perdu dans le chemin de la croissance, vous diriez quoi? Je dis qu'il faut que les gens travaillent, qu'il faut que les gens s'adonnent. Aux dirigeants? Oui. Peut-être pas aux populations. Même aux populations. Il faut vous dire ceci. Je vais vous faire rire. Tous les Camerounais sont sortis d'un cercle dont ils ont le même ADN. Lequel? C'est-à-dire ils sont à peu près le même ADN. Pourquoi vous voulez que les dirigeants, parce qu'ils sont dirigeants, aient un ADN différent du nôtre, que vous demandez, c'est à eux seuls qu'il faut demander. C'est à tout le monde qu'il faut travailler. Chacun doit faire le travail à la place où il se trouve. Merci bien, Anani Rabibindi. C'était un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette autre édition. Je m'excuse, je parle un peu fort parce que je suis malade. Nous l'avons compris. En un mot et pour sortir, votre plus grande fierté et votre regret durant tout votre parcours. En un mot. Mon plus grand plaisir. Fierté. Ma plus grande fierté, c'est que ce monsieur qui a parlé là tout à l'heure, je suis aujourd'hui au Cameroun sans m'en vanter. Le seul journaliste qui peut dire j'ai vu Mao Tse-tung, j'ai vu Chuen Lai, j'ai vu tel. Ce n'est pas parce que je suis plus fort, c'est pas parce que j'ai couru beaucoup plus, mais Dieu a voulu que je sois là au moment T. Et votre regret? Et mon regret est que des gens comme celui qui a parlé tout à l'heure... Encore lui, il vous a décidément... Oui, parce que des gens comme celui qui a parlé tout à l'heure n'ont pas encore compris qu'il faut être humble, qu'il faut... Il peut faire 1 million de fois plus que moi, mais qu'il le fasse. Très bien. Merci Anani Rabibindi. Merci de vous être prêté à cet échange, j'allais dire cette causerie en toute franchise. Merci d'avoir été là au rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, madame, monsieur, invité. Merci. Au pas de course, nous allons clôturer cette émission. Ça a permis que je sache ce que ce monsieur-là pense. Nous allons clôturer cette émission. Merci aux équipes rédactionnelles. Merci à toute la technique, la rédaction qui nous a accompagnés. Merci surtout à vous d'avoir été là. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités et toujours en toute franchise. Bonsoir. Merci.